Messieurs, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau bonjour d'Algérie à l'est du pays qui aura une petite connotation sétifienne puisqu'on aura les ophtalmologues de Sétif qui étaient en réunion pour une journée d'études et un colloque, une troisième édition. Les deux docteurs, alors le docteur Bouhali Hakim viendra nous parler de ce qu'ils ont fait durant cette rencontre scientifique et il sera accompagné par docteur Lakhal Hayat. Ça c'est pour le volet médical. Ensuite nous allons rester plus longtemps avec une Constantinoise qui est établie à Annaba, qui vit à Annaba, mais qui est là et qui a écrit un livre, très beau livre. D'ailleurs, elle est artiste-peintre, mais elle nous relate son histoire puisqu'elle est conteuse, artiste-peintre et écrivaine. Et elle met en relief le patrimoine constantinois à travers des tableaux, des écrits et des contes. Donc, c'est très intéressant à suivre. Je vous invite à rester avec nous pour suivre ce programme médico-culturel, on va dire, puisque c'est varié. C'est le bonjour d'Algérie de l'Est du pays. On se retrouve juste après notre balade hebdomadaire sur la ville de Constantine avec la voix du maestro Mohamed Tahar Fergani Rabbi Yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا على رضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, belle balade comme chaque semaine avec la belle voix du maestro, l'inégalable, je le dis toujours, la voix du Melouf, le rossignol du Rocher qui nous manque. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il nous a quittés, mais sa voix est toujours présente. Rabbi Yarhamou. Alors, on va parler d'acuité visuelle et d'ophtalmologie, puisque les ophtalmologues, pas seulement de l'Est du pays, mais au niveau national, étaient à Sétif samedi passé, durant le week-end, et ils étaient en réunion. Alors, pour nous en parler, je reçois le docteur Bouhali Hakim. Marhaba bik. Marhaba, M. Ismail. Alors, d'abord, vous êtes ophtalmologue, vous avez une société savante d'ophtalmologie, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est quoi exactement? Alors, je me présente, docteur Bouhali Hakim, je suis médecin ophtalmologiste exerçant en privé à la wilaya du Sétif. Très bien. Je suis un ancien maître assistant au CHU de Sétif et chef d'unité des urgences ophtalmologiques. Actuellement, on a créé une société savante qui s'appelle la Société sétifienne d'ophtalmologie. Alors, on l'a créée depuis à peu près 3 ans. Cette société savante, elle a été créée après le Covid.
Alors pourquoi avoir attendu le Covid pour créer cette société savante? Et puis surtout pourquoi réunir des gens de la corporation, du gens du même métier? Parce que les congrès, ça nous manquait. La formation continue, ça nous manquait. Donc on ne pouvait pas aller à l'étranger parce que c'était d'habitude qu'on allait nous former à l'étranger. Donc pendant le Covid, il y avait une fermeture des frontières, du confinement. Donc cette idée allait germer après ça. Et ça a fait 3 éditions. La 3e s'est déroulée samedi passé. Déjà, 3e édition. Au début, on n'a pas cru dans notre société savante, mais ça grandit au fur et à mesure. On a fait la 3e édition. Alors, quel programme? Pourquoi une 3e édition? Qui sont venus exactement? Parce que, bon, après, nous allons voir les images, mais j'aimerais bien savoir les objectifs que vous vous êtes tracés, les thématiques, qu'est-ce que vous avez abordé durant cette rencontre? Alors, on a invité à peu près 250 ophtalmologistes de tout le territoire national. On a parlé des actualités. Et notre but de la société, c'est la formation continue. On a fait des ateliers qui parlaient du glaucome, du laser, la gestion de la cataracte, complications de la cataracte. Voilà. C'est vrai que habituellement, moi je vous l'ai dit, habituellement, les ophtalmologistes ne se rencontrent pas beaucoup. On assiste à des séminaires médicaux, mais dans d'autres spécialités. Par contre, votre spécialité, c'est rare. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais on a des sociétés savantes mères, comme la Société algérienne d'ophtalmologie, qui se tient son congrès 3 jours par année à Alger. Il y a d'autres sociétés savantes comme la SAG, la Société algérienne du glaucome. On a aussi la Société de la lutte contre la cécité. Et l'AOPA, l'Association des ophtalmos privés algériens. Ah, ça fait quand même beaucoup de sociétés. Voilà, il y a beaucoup de sociétés mères. Surtout la Société algérienne d'ophtalmologie qui est présidée par professeur Jabour. Je fais un hommage, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il devait nous rejoindre, mais pour des raisons, pour des obligations professionnelles, il n'a pas pu se déplacer à Constantine. Mais nous l'aurons après en interview, quand ça sera possible, bien sûr, tout à l'heure. Alors, dites-moi, maintenant, si on peut faire une petite évaluation de la prise en charge des maladies des yeux, est-ce qu'en Algérie, on est bien, on est moyennement bien? Est-ce qu'on est au top avec surtout les nouvelles technologies et tout? Où est-ce qu'on en est exactement? Alors, une bonne question. La science, elle évolue. Et nous, les Algériens, on évolue aussi. Les médecins algériens, nous sommes à peu près à la une. On est bien, on est concurrentiel par rapport aux pays qui nous entourent. Et le patient algérien, il est exigeant. Et actuellement, on essaie... Ne pas avec les yeux, bien sûr, c'est très important. On essaie d'être à la hauteur. Donc, les CHU ainsi que les cliniques privées s'investissent, surtout dans le matériel, parce que, malheureusement, l'ophtalmologie, elle demande un matériel qui est sophistiqué. Et chaque fois, on est amené à acheter, à ramener du matériel avec l'apprentissage. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le médecin ophtalmologiste est énormément aidé par la technologie, parce que maintenant, avec tout ce qu'il y a comme matériel, je crois que la prospection, la détection, le dépistage, c'est un peu plus facile qu'avant. Tout à fait. Actuellement, avec l'intelligence artificielle, ça a changé. C'est un grand apport qui nous aide. Nos machines ont besoin des logiciels qui sont performants, qui nous aident à dépister des pathologies. Par exemple, comme la rétinopathie diabétique, on fait des photos du fond d'œil et ces logiciels peuvent nous donner à peu près la classification. Il faut faire attention ou pas. Ils nous aident dans le suivi du patient aussi. Alors l'intelligence artificielle a pris une part prépondérante dans la vie maintenant de tout ce qui se fait, non pas seulement en médecine, mais un peu partout. C'est vraiment en tendance. Maintenant, on entend l'intelligence artificielle au service de presque tout. Mais dans votre spécialité, bon, au-delà du fait qu'elle peut vous aider dans qu'est-ce qu'elle peut vous aider, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter encore plus? Alors, une petite remarque, je passe un message à la population algérienne, surtout les enfants. Il faut limiter l'utilisation de l'écran.
téléphone portable. Oui, ça, vous savez, ça c'est un problème psychologique, c'est un problème sociétal, c'est un problème parental, c'est un problème... C'est vrai que l'addiction, même c'est les pédopsychiatres qu'on recevait il y a quelques semaines, parlaient du même problème, c'est qu'il y a une addiction à l'écran. À l'écran, tout à fait. Donc il faut limiter le temps d'exposition à ces écrans. Voilà, ça c'est une remarque importante, surtout pour nos enfants. Et après ça, l'intelligence artificielle, on l'utilise partout. On l'utilise partout. Surtout, elle nous aide pour le dépistage des pathologies ainsi que le suivi des patients. Alors, c'est vrai que notre réalisatrice disait, maintenant c'est les vacances et les enfants vont être bloqués des heures et des heures devant leur écran, tablette, jeux vidéo, là, ça va être difficile pour les yeux. Tout à fait. Alors, quelles recommandations vous pouvez donner? Les recommandations, c'est de ne pas dépasser 20 minutes. D'accord? 20 minutes? 20 minutes. Ça paraît peu, 20 minutes. Hein. Ça paraît peu, mais ne pas dépasser 20 minutes, il faut aller regarder dans l'infini. Il faut regarder autre chose, faire une pause, et après on peut revenir à utiliser encore une fois une vingtaine de minutes. Une tranche de 20 minutes. Alors, ça veut dire que chaque 20 minutes, je dois changer de position du regard. D'accord. J'arrête mon accommodation parce que lorsqu'on regarde de près, il y a une accommodation, on l'accommode. Donc, lorsqu'on lève les yeux, ça persiste parfois un petit spasme accommodatif. Ça donne trouble visuel pour les enfants. Ça, c'est Et ceux qui disent qu'il y a l'exercice visuel pour les yeux, c'est de regarder et de fixer pendant au moins 1 minute Alors, ça, c'est des études, rien de concret. Mais on sait une chose, l'être humain doit vivre dans le soleil, dans un milieu qui est ensoleillé, et non pas avec la lumière ambiante, dans 4 murs. Les enfants, pendant les vacances, ils doivent sortir, ils doivent jouer, voilà, à l'ancienne. Alors, il faut aller vers la verdure, il faut aller vers... Non, et c'est vrai qu'on recommande, c'est vrai que la gestion des yeux, bon, voilà, on parle un peu de... On est un peu sorti de notre thématique, mais c'est vrai que c'est important, parce que nous, on n'a pas la chance d'avoir tout le temps un ophtalmologiste ici. Donc, c'est vrai que le conseil que l'on donne, d'abord, même pour les gens qui travaillent devant un écran, comme nous, les monteurs, vous savez, ils restent parfois 3-4 heures à monter des images. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander? Ceux aussi qui regardent la télévision, ceux qui regardent leur portable. Alors, premièrement, il faut consulter. Il faut toujours consulter. Lorsqu'on a un souci de santé, il faut aller consulter un médecin. Pour les enfants en âge préscolaire, il faut consulter un ophtalmo avant d'aller à l'école. Et après, annuellement, il faut consulter aussi. Il ne faut pas oublier aussi les diabétiques. On fait des fondés périodiques, des consultations de contrôle périodiques. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'en Algérie, un problème de santé publique, le diabète. Bah oui, le diabète, mais même aussi l'HTA, l'hypertension artérielle aussi. Voilà. Donc il faut toujours consulter. Consulter le médecin et régulièrement, et surtout l'ophtalmo, parce que les yeux, comme je disais, il ne faut pas jouer, il ne faut pas badiner avec les yeux, c'est très important. Alors pour revenir à la thématique de votre séminaire à Sétif, alors vous avez abordé bien sûr la prise en charge de certaines pathologies comme le glaucome, la cataracte, d'autres aussi. Alors, le glaucome, c'est une pathologie qui est méconnue un petit peu de la population algérienne parce que c'est une pathologie, au début, on n'a pas une symptomatologie, c'est une pathologie silencieuse qu'on doit dépister. Parfois, on prescrit des médicaments aux patients qui disent « moi je vois bien, je n'ai rien, pourquoi je dois instiller ?» Voilà, on doit expliquer c'est quoi le glaucome. Et c'est quoi exactement? Si on ne connaît pas, comment aussi repérer, comment s'inquiéter, à quel moment? Le glaucome, c'est une pathologie qui touche beaucoup plus le nerf optique. Le nerf optique, il est malade. Associé au nom à une pression intraoculaire élevée. D'accord? Donc, il y a des facteurs de risque beaucoup plus héréditaires, familiales. D'accord? Donc, on doit dépister. Le glaucome débutant est difficile à dépister. On doit faire des examens complémentaires parfois, comme l'OCT, papillaire et le champ visuel. D'accord. Donc, dès qu'on a un petit souci, parce que des fois les yeux, c'est directement dans le crâne. Quand on a mal à la tête, il faut s'inquiéter aussi. Bien sûr, bien sûr. Il faut toujours consulter et faire un avis
chez un ophtalmologiste. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à aller voir le médecin. Je crois que quand on parle de du syndrome de la blouse blanche, non, il faut essayer d'écarter. Il ne faut pas avoir peur d'aller chez le médecin parce que... Actuellement, les ophtalmologistes sont à peu près partout. Ça c'est bien déjà, c'est facile. Une bonne couverture. Voilà, une bonne couverture, on peut consulter facilement. Voilà, les professionnels de santé sont un petit peu partout. On remercie bien sûr l'État algérien qui a poussé le développement ainsi que la formation des résidents au sein des CHU. Ça c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a la formation continue qui est aussi votre sacerdoce, parce que ça c'est votre objectif premier, c'est la formation continue et c'est pour ça que vous organisez ce séminaire. Alors, on a les images du séminaire, puis cette rencontre couverte par nos amis du sous-centre d'actualité de Sétif et ils étaient présents pour nous ramener ces images. La troisième édition de la Société sétifienne d'ophtalmologie a concerné donc plusieurs thèmes, notamment les thèmes sur la chirurgie réfractive, sur la chirurgie de la cataracte, sur les pathologies ayant trait donc à la chirurgie rétino-vitréenne, ainsi que d'autres pathologies, notamment les pathologies de surface et la pathologie donc générale en ophtalmologie, notamment les explorations fonctionnelles et l'imagerie en ophtalmologie. Cette édition a été également caractérisée par une qualité et un niveau appréciable dans le domaine scientifique en comparaison avec les autres éditions passées. Donc on note donc une amélioration de la qualité de prise en charge des patients au niveau de la région de Sétif et de la région de l'Est en général, ce qui donc nous donne espoir et qui nous donne également, nous encourage à continuer dans ce sens, notamment en voyant qu'il y a un engouement vers la formation médicale continue de nos jeunes ophtalmologistes, ce qui nous permet ainsi donc d'avoir une vision plus grande et plus globale concernant non seulement les CHU, c'est-à-dire le secteur public, mais également dans le secteur privé. تعرضنا إلى المياه الزرقاء، تعرضنا إلى الجراحات الانكسارية، جراحة المياه الزرقاء، جراحة المياه البيضاء، تكلمنا على أمراض اللي تمس الناس اللي في عمر معين والناس اللي تمس أيضا الأطفال، ويعني كان هذا عبر محتوى المحاضرات عبر بصفة يعني واضحة على تطور مستوى طب العيون في الجزائر. C'est une jeune société qui fait preuve de beaucoup de dynamisme et de vitalité. Et donc elle a réussi à organiser donc de manière annuelle depuis 3 ans donc un congrès de qualité internationale et puis un congrès riche puisque tous les thèmes de l'ophtalmologie sont pratiquement évoqués. Donc le thème de la cornée, le thème de la rétine, le thème du glaucome, le thème de la cataracte, des explorations. En même temps, c'est un congrès qui organise des ateliers de formation continue, qui permettent aux jeunes de s'initier aux nouvelles techniques, aussi bien pour le diagnostic que pour les techniques chirurgicales. Donc c'est un congrès formateur qui permet donc des échanges sur les dernières techniques. On sait que les sciences et la technologie, la médecine sont en évolution très rapide. Et donc c'est grâce à ces congrès-là qu'on arrive un petit peu à suivre la marche du train qui va très vite. Donc c'est l'occasion effectivement de s'initier sur les nouvelles techniques. Et dans l'ophtalmologie, il y a plusieurs spécialités. La cornée, c'est un monde. Le domaine du glaucome, de la tension oculaire, c'est un monde aussi. Le domaine de la rétine, c'est un monde. Et toutes ces spécialités ont développé de nouvelles techniques d'exploration et de nouvelles techniques chirurgicales. Et ça va très vite. Et il faut avoir en ligne de compte aussi sur
survenu ce nouveau phénomène qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner les méthodes de diagnostic et de prise en charge de toutes ces pathologies-là. Donc il fallait ce type de congrès justement pour apporter des expériences, des nouveautés, pour nous permettre un petit peu de savoir ce qu'on peut tirer de mieux par rapport aux nouvelles évolutions. الملتقى هذا كان في المستوى نقدر نقول لكم يعني بأن النيفو يعني مستوى طب العيون في الجزائر راهو بصحة جيدة، وإذا كان طب العيون راه بصحة جيدة راح تكون إن شاء الله كامل العناية بالمرضى اللي لازم نطرقوا باش للعلاج نتاعهم في هذا المستوى راح يكون في المستوى، وهذا الشيء راح يفرحنا ويفرح المرضى نتاعنا. دونك واش نتمنى لهذا الملتقى انه ياخذ على الطول، ياخذ بعين الاعتبار انه كاين اون كوميونيتي نتاع الاطباء التخصص تاع طب العيون، وهذا الشيء راح يكون في المجال تاع التكوين تاعهم، مش التكوين البدائي لكن تكوين ACETIF qui s'est déroulé samedi passé. Et on a remarqué quand même que le mot formation continue revenait souvent. Et là, on accueille une retardataire, qui est le docteur Lekalayat, marhababik. Bonjour. C'est vrai qu'il y avait un peu de circulation avec les épreuves du bac, je sais. Oui, c'est vrai, je suis désolée. Mais allez, c'est pas grave, on va vous excuser, même si vous êtes venu en retard. Mais alors, puisque dans la première partie, on a parlé quand même de tout ce que vous faites au niveau de la société, de votre société savante, mais vous, en tant que participante, organisatrice, qu'est-ce que vous avez retenu de ce séminaire, de cette troisième rencontre de votre spécialité? Alors bonjour. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la troisième édition de la Société certifiée d'ophtalmologie, on voit qu'on s'améliore une année après une année. On a commencé il y a 3 ans. Il y a une meilleure évolution, je crois, et surtout pour les participants. On est toujours soutenu par nos maîtres. Et ça, je crois que c'est un bon point pour nous tous. C'est que tant qu'il y a nos aînés, on est soulagé, on est plus à l'aise. C'est vrai, c'est ça. Voilà. Non mais, et en plus, il y a les jeunes et les plus aînés qui s'échangent bien sûr d'expérience et avec les nouvelles technologies. Je pense qu'en tant que médecin, que tout est bénéfique pour vous deux. Hein. Oui, c'est vrai. On a beaucoup d'exploration. On évolue rapidement. Avant, c'était plus restreint et tout. Maintenant, même les jeunes ophtalmos, ils ont plus d'expérience. Ils acquièrent leur expérience partout. Ils cherchent à partir à l'étranger. Mais ce qu'on a décidé cette année dans notre congrès, c'est qu'on va essayer de faire ça en Algérie. Parce que quand même, on a des experts, on a des maîtres, on a des gens qui savent le faire. Alors pourquoi partir ailleurs pour faire des formations? Ce qu'on peut faire ici. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire ici. Alors au contraire, nos jeunes ophtalmos, nous en général, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Parce qu'on va évoluer du jour au jour plus que les années précédentes quand même. Alors, l'amélioration, bien sûr, se fait parce que c'est les expériences, vous tirez les expériences de ce que vous faites. Chaque année, vous gagnez en maturité
Et cette année, bon, j'ai remarqué quand même que dans le couloir, il y avait beaucoup de partenaires. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement même des sponsors, des partenaires, sans les citer bien sûr, mais un soutien comme ça, c'est important pour vous. Oui, oui, oui. Leur aide, elle est immense pour nous. Je veux dire, c'est tout qu'on a comme sponsor. Alors automatiquement, on gère mieux. On n'a pas des difficultés à faire venir des ophtalmos de l'étranger. Surtout. Ça vous aide? Oui, ça nous aide beaucoup. Et pour aussi, c'est pour montrer, je veux dire, les appareillages, comment on les utilise. Les nouveaux ophtalmos, je veux dire, en voie de formation, ils les connaissent et c'est un point aussi bon pour nous que pour eux. Et la présence de jeunes médecins doit vous aider aussi, vous? Tout à fait. Et on remercie les laboratoires parce qu'on a eu aussi plusieurs symposiums et plusieurs molécules nouvelles qui ont été introduites dans le marché algérien. Et on parle sur la disponibilité des médicaments. Actuellement, la gamme ophtalmologie, on a pratiquement tous les médicaments. Il y a parfois des ruptures ponctuelles. Voilà, mais actuellement, on a les anti-inflammatoires, on a les antibiotiques, on a les antiglaucomateux, les corticoïdes, on a une large gamme. Donc, puis en matière de lunetterie, je crois qu'on est très bien servi. On a tout ce qu'il faut. Hein. Pour les lunettes, je pense que oui, on a une évolution. On a tous les genres de verres qu'il y a possible et inimaginable. Hein. Oui, oui. Et aussi, il y a l'avènement de la chirurgie réfractive. Actuellement, il y a une tendance, on se développe comme tout le monde. Il y a une demande accrue des jeunes qui veulent enlever les lunettes. Donc, on propose la chirurgie réfractive. Il y a toujours cette question, c'est quoi la chirurgie réfractive? J'allais vous demander, non, mais est-ce que on peut réellement se débarrasser des lunettes? Parce que certains disent non, attention, il faut d'abord consulter. Il y a toute une série une batterie de radios, de tests et de tout. Alors, la chirurgie réfractive, elle reste une chirurgie esthétique. D'accord. C'est à la demande du patient. Il y a quelques règles à suivre. D'accord. Il y a l'âge. On doit avoir 21 ans minimum. C'est l'âge légal. Plus, il y a la stabilité de la progression de la maladie et les pathologies sous-jacentes. Donc, il y a une batterie d'examens complémentaires qu'on doit faire. Voilà. Et le docteur, vous avez quelque chose? Non, c'est bon. C'est pour la chirurgie, c'est ça. Oui. D'accord. Alors, non, je croyais que vous vouliez rajouter. Alors, si on a... Bon, il y a certaines conditions, c'est vrai, mais après, est-ce que ça disparaît réellement? La myopie, on l'oublie? Il y a des conditions pour faire la chirurgie réfractive. On ne peut pas traiter tout le monde. Il y a des conditions. C'est comme le blanchissement des dents chez le dentiste. Ok. Le résultat est phénoménal. Ce sont des dents blanches et tout, mais il faut éviter le chaud, le froid, il faut éviter le café. C'est la même chose pour les yeux. Après la chirurgie réfractive, il y a des conditions à suivre. Il faut consulter régulièrement. Il faut toujours instiller parce qu'il va y avoir une petite sécheresse oculaire aussi. L'atteinte de la surface. Voilà. Donc il faut prendre soin, même après. C'est vrai qu'on enlève les lunettes, mais... Toujours, il faut faire. La myopie n'est pas disparue. On ne traite pas la myopie, on la cache. La myopie, elle reste toujours. Mais l'acuité visuelle, elle augmente phénoménalement. Mais c'est faisable. C'est très faisable. Très faisable. Il y a des machines, chaque année, il y a des machines qui sortent. On est à la pointe aussi, d'où l'intérêt des formations et des ateliers. Alors justement, vous avez fait des ateliers durant ce séminaire, des ateliers dans quelle spécialité et pourquoi? Vous pouvez intervenir les deux. Alors on a fait sur le glaucome, la prise en charge du glaucome. On a fait aussi sur la rétinopathie diabétique, comment on peut éviter et retarder l'évolution de la rétinopathie diabétique. Et on a fait aussi sur la chirurgie réfractive, le SMILE. Et alors, on a fait encore la biométrie, sans oublier le kératocone. Ça, je n'avais pas compris. Alors, je vais vous dire, c'est quoi? Il faut nous expliquer. Oui, bien sûr. Alors, le kératocone, c'est l'évolution, la protrusion de la cornée. C'est une pathologie. On la voit à partir de la puberté et elle évolue. Malheureusement, l'évolution, elle n'est pas bien du tout. Parce que la vision, elle est diminuée du jour au jour. Après, on aura d'autres complications. Pour éviter ces complications,
il faut qu'on le dépiste à un âge précoce. Et le dépistage, ça commence par une consultation. Par une consultation en ophtalmo. C'est pour ça qu'on invite pour tout le monde, même un enfant qui va être scolarisé, je préfère qu'il passe en consultation chez un ophtalmo pour voir en même temps son niveau d'acuité visuelle et bien sûr de le suivre. Parce qu'on a remarqué qu'actuellement, c'est une évolution dans le monde entier pour la myopie, tout ce qui est réfractif. Sauf que on n'a pas cette... comment dirais-je, on n'a pas cette... culture? Oui, cette culture de passer chez un ophtalmo au moins une fois par an. Je veux dire, pour tout le monde, que ce soit enfant ou adulte. C'est ça. C'est comme le dentiste, c'est une fois par an aussi. Au moins une fois par an. J'ai la preuve. Vous savez, maintenant, si on doit consulter le médecin... Non, mais je plaisante. C'est vrai, c'est vrai. Mais on doit voir le médecin, c'est la médecine préventive, c'est ça. Exactement. On a la chance d'avoir des structures sanitaires gratuites, la médecine. Donc, c'est vrai qu'on peut évoquer le coût de la consultation, mais chez nous, c'est pratiquement gratuit. On a dans les structures hospitalières un peu partout, et même, je crois, même les ophtalmos CHU. Partout. Voilà. On a presque sur le territoire national. On a un patelin. Là où il n'y a pas, mais il y en a au moins un ophtalmo. Que ça soit il y a une bonne couverture pour cette spécialité. Il ne faut pas... Voilà. Oh non, ça va. On ne se plaint pas. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand je vois les enfants aller à l'école, je vois de plus en plus d'enfants porter des lunettes. Et là, c'est inquiétant, je pense. Oui, c'est vrai. Il y a une inquiétude. Il y a une baisse d'acuité visuelle qui est assez montante. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'alimentation. Le smartphone, la télévision. C'est surtout, l'agression ce qui est tactile. Oui. Voilà. C'est les écrans. Donc il faut corriger au maximum. Il faut corriger. Voilà, on a fait, la Société Sétifienne d'Ophtalmologie a fait un dépistage, un petit saut à la commune d'Alcantara, c'est la ville du Biskra. Oui, très belle commune et avec le village qui est juste à côté. Bon, vous avez fait une belle visite, mais c'est bien. C'est bien d'évoquer cet acte humanitaire d'abord parce que c'est un acte humanitaire, il faut le dire. Vous avez fait une campagne de dépistage puisque vous avez trouvé. Alors racontez-nous. Je préfère que vous racontiez vous. Alors on a choisi le site d'Alcantara parce qu'il y a beaucoup de communes limitrophes qui ont besoin de médecins. Il y a donc, on a visé les amétropies au milieu scolaire. Ça veut dire, on recherche surtout l'amblyopie. C'est quoi l'amblyopie? C'est à la recherche de l'œil fainéant. D'accord? Et on a trouvé beaucoup d'enfants qui ont un déficit visuel unilatéral. Est-ce que c'est dû au climat, parce que c'est les portes du Sahara? Non. C'est ça. Non. C'est congénital, c'est comme ça. Il y a un œil. C'est le manque aussi. C'est un œil qui voit moins bien que l'autre. Donc on doit corriger à temps. Il ne faut pas dépasser les 8 ans. D'accord? Sinon c'est irréversible. Donc on était allé avec Dr Mokrani, dont il a amené 400 paires de lunettes avec les verres de lunettes. C'était gratuit, tout à fait gratuit. On a fait une consultation de dépistage. On a commencé par 120 et après ils sont 200, 300, 400 élèves. Voilà, ça a eu un écho énorme. Donc il y a un besoin réel dans ces zones-là d'avoir des dépistages, des consultations comme ça. D'où l'intérêt de la création de cette société, c'est aussi ces actes, je dirais, d'altruisme. Voilà, parce que générosité. Oui, c'est vrai. Notre société, au début, parce qu'avant, on a trouvé que la rétinopathie diabétique, l'amblyopie, le glaucome, la DMLA, c'est que le patient consulte en retard. C'est ça. On a décidé, nous, de faire une société. Au début, c'était une société, je dirais, locale, pour faire tout ça, pour pouvoir, pour être libre, pour faire des dépistages. Et alhamdoulilah, année après, ça grandit. C'est régional. C'est bien. Oui. Ça vous encourage. Ça nous encourage, bien sûr. Puis nous aussi, on vous encourage, vous savez, parce que votre présence ici, c'est pour vous soutenir, vous encourager, surtout à faire d'autres actions comme ça de dépistage. Et voilà. Alors, comment on peut résumer, parce qu'on arrive un peu à la fin? Alors, on remercie Canal Algérie de nous avoir invités, bien sûr. C'est la moindre des choses. On remercie aussi nos sponsors et nos maîtres, surtout nos maîtres, qui nous aident toujours à avancer. C'est pas évident de travailler dans des milieux un petit peu difficiles, mais on essaye de perfectionner et de s'améliorer. Docteur? C'est ça, c'est que les remerciements, on les voit
premièrement pour nos maîtres, après pour nos sponsors qui nous aident, et bien sûr pour nos amis et jeunes ophtalmos, parce que sans eux, on ne peut pas évoluer. Faut que c'est pour tout, je veux dire, tous les ophtalmos, le territoire national, quelques-uns ils étaient présents, et c'est un encouragement pour nous. Puis un effet d'entraînement, vous allez faire peut-être un effet boule de neige, ça va grandir au fil du temps, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. D'abord, merci d'avoir été à Constantine ce matin avec nous pour nous permettre de revenir sur votre séminaire et ce que vous avez fait. On vous souhaite bon courage pour la 4e édition. Vous y pensez déjà? Inch'Allah. Peut-être déjà la préparation. Il y a bon courage. Inch'Allah, pour la 4e édition. Allez, merci Docteur Bahouli Abdelhakim et Docteur Lekh Hayat, merci. Je rappelle que vous avez organisé le séminaire, le 3e séminaire des ophtalmologistes, comme ça, voilà, pour ne pas me tromper, voilà, de Sétif, et on vous encourage. Et on va rester, vous savez, à Sétif, on ne va pas aller très loin, puisque le jour même se déroulait une rencontre qui était littéraire plutôt. C'était une vente dédicace et surtout une conférence sur le 8 mai 45 et avec notre confrère que nous avons reçu ici plusieurs fois, Kamal Beniaïch, qui a réédité, parce qu'à la demande, il y avait une grande demande sur son livre sur les massacres du 8 mai 45. Il a fait une réédition en arabe et en français de son livre, et il a fait une vente dédicace, c'était à Sétif, et il y avait nos confrères de Sétif qui étaient toujours là pour des amis, des lecteurs, des historiens, des journalistes, curieux de savoir, de connaître une facette du cataclysme du mai 45 qui demeure 80 ans plus tard méconnu du grand public, d'ici et d'ailleurs. L'occasion a été propice pour remettre sur la table des faits méconnus, pour pointer du doigt la barbarie coloniale, pour montrer une fois de plus les crimes commis par la France coloniale qui persiste dans le déni et la dénégation. Cet ouvrage est une forme de transmission de la mémoire. Cette transmission institutionnalisée par le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, le 7 mai 2020, comme journée nationale de la mémoire. Cette journée ne concerne pas uniquement les victimes de mai 45 et englobe toutes les victimes de la barbarie coloniale de 1830 à 1962. J'ai envie de connaître aussi mon histoire, et à travers mon cher Si Kamel, j'apprends énormément de choses, et aujourd'hui je suis époustouflé par son intervention et les interventions de Sahabana. Voilà. Ou Rabbi Zidlou, et puis j'espère que ça va se prolonger et qu'il va pouvoir intervenir même dans les écoles, dans les universités, parce que ça me paraît extrêmement important que ces vérités, ces espaces de savoir
doivent être informés, que ces gens, que nos personnes, que notre population soient informées de ces faits. Il y a du nouveau puisque c'est argumenté par les documents, par plusieurs arguments qui sont remarquablement intéressants sur les événements du 8 mai 1945. Non seulement ça, alors j'ai constaté personnellement que Si Kamel Ben Aïch veut aller plus loin que ça. Il veut toujours rechercher encore et trouver d'autres arguments, d'autres documents, d'autres témoignages s'il y a possibilité, bien qu'en matière de témoignage, vu 80 ans après les événements, ça paraît un peu difficile. كثر خير صديقنا الصحفي كمال انه طرق الحقبه مهمه جدا في تاريخ الجزائر وفي تاريخ العالم ككل. يعني احنا رانا نساو باللي راهي هذه هي كانت يعني مجزر 8 ماي 45 خطوه كبيره نحو تحرر اغلب القاره الافريقيه، اغلب شعوب افريقيا، كما رانا كنشاهدوا اليوم ان شاء الله في التحولات هذه اللي راهي واقعه في العالم. Non, c'est pas un village, pour moi c'est un des plus beaux coins d'Algérie. Voilà, on est en direct, hein. On est bien sûr. Alors j'ai le plaisir de recevoir Madame Bembekir Assia, épouse Bouguerra. Regardez Madame Kima Kounti, vous êtes très bien, le plaisir est pour nous de vous recevoir. On parlait parce que j'allais me déplacer vers vous, vers Annabaha, ou le Mektoub Jab Killahna al-Qsmtaina. Et vous êtes là à Constantine, vous avez animé samedi une conférence et vous avez présenté votre dernier livre qui est un petit bijou en matière de patrimoine. Je me permets de dire, même si je n'ai pas lu, mais l'idée est bonne. Marhaba bik d'abord, madame. Bik, je vous réponds. C'est vrai que j'ai quitté, ça fait 40 ans ou presque 50 ans, Constantine, mais il y a un vieux proverbe qui dit « Constantine, même si vous la quittez, elle ne vous quitte pas ». Et j'en suis la preuve, parce que tous mes écrits, hein, la plupart de mes peintures ont comme pour point d'ancrage Constantine. J'ai commencé par écrire des contes. Une fois à la retraite, j'étais d'abord enseignante. Enseignante, voilà. Puis, à la retraite, j'ai commencé à écrire des contes. Quels contes? Les contes de nos enfances, de notre enfance. Massissi, Didouane, Bagart Litsema, et puis كان كعشاق بن عشاق الحقني الباب وواق يا شريد الهم بالدقيق. On a des merveilles. Et heureusement pour moi, je suis très très riche en cousins, vieilles tantes. J'ai une sœur qui est pratiquement centenaire. C'est des femmes qui ont vécu à la maison, qui n'ont pas sorti. Elles ont vécu leur statut de femme en tant que femme. Ah oui. Donc, femme au foyer. Femme au foyer. Ouais. Donc, elles ont épousé des Constantinois, elles sont restées à Constantine. Donc, c'est un concentré de Constantine qu'elles ont en elles. Et j'ai partagé ça. Et vous avez d'abord récupéré les contes ou vous avez... Je les ai enregistrés. Ça, c'est bien. En cachette. En cachette. À leur insu. Oui, ça les gênait, vous savez. En cachette, à leurs insus, je leur parlais de Bagart Litsema, par exemple. Elles me racontaient, je les ai traduits dans un premier temps de l'algérien au français. Et il manquait quelque chose, parce que chez nous, il y a un rythme, une musicalité que le texte en français n'aura pas. Donc je l'ai réécrit quand, je ne sais pas moi, Shaib Djabfad ou l'Adjozaklet ou Hartlto fi Bisha Bisha Bekyo, allez traduire ça. Allez traduire ça en français, c'est impossible. Donc, je l'ai fait, je l'ai réécrit en poésie. En poésie. En poésie. Ah, d'accord. Voilà. Je l'ai écrit, mais en rimant, en essayant de retrouver les rimes. C'est-à-dire, j'ai écrit de la poésie. Voilà. Donc,
après avoir traduit tout, il y a eu combien de contes à peu près? Oh, une quarantaine au moins. Une quarantaine. Il y en a qui sont très longs. Donc, comme je suis de formation littéraire, j'ai une licence de littérature française, j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes. J'ai fait propre et tout, je vois comme... Et à ce moment-là, j'ai pris mes comptes et j'ai profité d'un voyage à Grenoble, où il y a un institut de langue, pour les montrer à un professeur qui enseignait les langues à l'institut, à l'université de Stendhal. Elle a été éblouie. Elle m'a dit, mais c'est des véritables petits diamants. Oui. Que ce n'est pas notre chaperon rouge qui a été galvaudé. Mais personne ne les connaît, ces romans. Elle m'a dit, faisant un travail universitaire. Et j'ai pris les textes, les contes comme corpus, et j'ai fait un travail université. Et c'est là où j'ai fait un tri. Je me suis aperçue qu'on avait ce qu'on appelle des ritournelles. J'aurais dû en ramener. Des ritournelles, ce sont des textes qui racontent l'histoire, et à un moment donné, il y a une cassure, et l'histoire se retourne. Et les enfants doivent retourner ça. C'est comme une reconstitution de texte. C'est un excellent exercice de mémoire. De mémoire, c'est ce que j'avais dit. Ce qu'on appelle la reconstitution de texte. Nous, la reconstitution de texte dans l'enseignement du français, on l'a découvert dans les années 80. Galona, c'est une découverte. Tout ça existait depuis longtemps. Depuis la nuit des temps chez nous. Exactement. Chez nous, à Constantine. Chez nous, depuis la nuit des temps. Donc, il y avait les reconstitutions, les ritournelles. Puis, il y avait les contes populaires, beaucoup de contes qui racontent, qui sont propres au pays. C'est vraiment le terroir local, il faut le dire, c'est le patrimoine. On a des contes fables qui n'ont rien à envier aux contes... Aux fables de La Fontaine. Et La Fontaine, ce n'est pas lui l'auteur. Oui, bon. L'auteur, c'est Ésope. Oui. C'était un esclave grec, boiteux, mais c'est lui le père. La Fontaine n'a fait que les traduire. Nous, on a nos contes, nos contes fables qui sont magnifiques, avec une morale et tout. Et une identité. Et une identité, ils sont à nous, parce que vous ne les retrouvez pas ailleurs. Mais quand je suis placé. Et voilà. Et puis vous avez des contes fables morales, et puis vous avez des contes morales qui expliquent qu'est-ce que c'est que l'économie. Il y a beaucoup de contes morales parce qu'en fait, qu'est-ce que le conte? Le conte était un instrument. C'était d'abord pour nos grands-mères une façon d'éduquer les filles. Il y avait des thèmes que chez nous, jusqu'actuellement, on ne pouvait pas aborder. Je parle par exemple de la sexualité. On ne pouvait pas aborder cela avec nos enfants. C'est gênant. Donc, eh bien, on l'abordait grâce au conte. La politique, la même kharafa, le rôle par exemple, eh bien, elle était racontée d'une façon par la grand-mère pour faire son éducation à la fille, mais le conteur, le kharaf, qui est un métier de père en fils, c'était une charge. Le conteur, c'était pas n'importe qui faisait. Exactement, il fallait avoir une belle voix, une belle narration et surtout une grande mémoire. Exactement. C'était plutôt des charges. Ce kharaf, il allait dans le café, il racontait l'histoire du rôle, mais le rôle c'était celui qui avait pris les terres de force, qui était fort, qui écrasait les gens, qui dévorait les faibles. C'était François. C'était François. Le rôle, c'était François. Mais ils avaient peur de le dire, donc il l'a raconté. Voilà. Et il racontait cela. Mais ce qui était très important, c'est que toujours en conclusion, c'était le petit qui était victorieux et qui tuait le rôle.
qui gagnait toujours à la fin avec la morale. Donc, le bon gagne toujours sur le mauvais. Et dans la tête des petits Algériens, on se met la graine. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu peux être victorieux. Il suffit d'être uni, d'être intelligent, même si tu es faible, et tu auras un jour ton indépendance. Quel beau message que vous donnez, surtout en ce 80e anniversaire des massacres du 8 mai 45, pour en parler tout à l'heure, c'est très important. Là, c'est le bagage conte que vous avez, mais vous m'avez dit qu'à l'origine, vous étiez artiste peintre. Non, artiste, j'étais professeur de français. De français. Et je suis licenciée en littérature française. Après. Oui. Donc, je vous ai dit, c'était ça la force du conte. Elle était éducative et c'était des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, la France a pris conscience de cela. Et elle a nommé des conteurs officiels qui venaient raconter ce qu'elle permettait. Et il y avait les conteurs, il y avait Chahrin, il y avait beaucoup de sortes il y avait plusieurs sortes, et c'était des dons, parce que cette éloquence... oui, bien sûr. On n'est pas donné à tout le monde l'éloquence, d'abord, d'ailleurs, parce qu'il y a une certaine théâtralité dans la façon de raconter. Exactement. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise sur le conte, quand j'ai présenté, on m'a fait cette critique. On m'a dit, vous avez changé certaines choses, vous n'avez pas le droit de toucher au patrimoine national. Écoutez-moi, notre conte n'est pas un conte français ou anglais. Notre conte a des ouvertures. Par exemple, je prends un conte, il raconte, il y a un militaire qui se présente, il y a une ouverture, il raconte autre chose, il embellit, et c'est très souple. Il y a le synopsis du conte, et après vous êtes libre de broder ce que vous voulez. Si vous voulez faire un conte politique, ou un conte éducatif, ou un conte amusant pour la soirée. Mais il y avait toujours une morale à tirer. Il y avait le synopsis, c'est-à-dire le squelette, et il y avait la conclusion et l'introduction. Et à vous et à votre imagination. C'est vrai que le canevas, le squelette était le même, mais parfois il y avait des extravagances un peu, et c'est suivant l'éloquence ou l'éloquence de la vie. Par exemple, سيسبان طاح في البربة سيد الرجال طاح في البربة ما بين. À Constantine, c'était un pou. Si vous allez dans une autre wilaya, c'est peut-être un animal qui est... Ça peut être un castor, ça peut être au sud, un lapin, un fennec peut-être. Un fennec, exactement. Voilà, le conte s'adapte à la tradition ou la locale. Vie. Exactement. Et ça, c'est ça la richesse de notre conte. Alors là, ça, c'est la partie du conte. Parce que Après le conte, je suis pas née dans une famille où on aime beaucoup les repas, les traditions. On a de très grandes cuisinières. Même j'ai raconté la dernière fois l'histoire de mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui avait comme tous les Algériens, n'avait pas droit à être dans les administrations. Chaque Constantinois avait une charge. Le cuivre. Nous, on avait, les Bambakir avaient une charge, celle du cuir. Et il y avait une tanière, là où ils tannaient. C'était au bord du Rumel. Du Rumel, une tannerie où on faisait Elle existe. Elle existe toujours. Mais les bassins où ils oui. Et il y avait une tribu qu'on appelait les Filialiyin, qui étaient des Marocains, qui étaient des spécialistes du travail du cuivre, qui venaient toute l'année, ils nettoyaient ces endroits-là, et ils en faisaient un restaurant des pauvres. Mais ce n'était pas le restaurant des pauvres. Moi, c'était à l'époque, c'était Non, il avait un petit grain lui aussi.
il voulait que les pauvres goûtent les meilleurs plats de Constantine. Il servait shbah safra, طاجين تشبع الصفرة طبيخ الخديمة ولالاتها tous des plats que personne on ne pouvait pas les faire parce que c'était cher. C'était cher et c'est vrai que les ingrédients coûtaient cher. Donc lui, il les faisait pour les pauvres. Alors, vous évoquez quelque chose de très bien, c'est que les plats عندهم اسم. Bien sûr. ولالاتها c'est quoi خديمة لالاتها؟ الخديمة لالاتها يطيبوا شبح الصفرة ويطيبوا العين وحدها. Et puis quand il présentait le plat, il mettait shbah safra, mais il mettait quelques aïn avec. Le shbah safra, c'était l'alatum, ou le kahla, c'était le khadima. Oui, il fallait y penser. Kima l'aïn ou le hajib, c'était les coins, des tranches de coins arquées comme un sourcil, puis c'est l'aïn. Il y avait un jeu de mots entre l'aïn ou le coin, l'aïn ou le hajib. Est-ce que c'est la richesse et la diversité des plats culinaires de Constantine qui obligeait à nommer, ou est-ce que c'est la pauvreté linguistique? Alors, non, c'est la richesse linguistique, la poésie et le savoir-faire. Regardez, par exemple, quel est le plat sucré ntsarna qui ne comporte pas de la cannelle? Tous les plats sucrés ntsarna, بالقرفة. On dirait que c'était des diététiciens à l'époque parce que le qarfa, la cannelle, est un régulateur de glycémie. Voilà. Par exemple, un autre exemple, il n'y a pas un seul plat à base d'ail qui n'a pas de debcha. Et bien maintenant, on vous conseille, après avoir mangé de l'ail, de croquer un brin de persil arabe parce qu'elle enlève l'odeur de l'ail. Mais c'est vrai que là, c'est l'ingéniosité de l'art culinaire constantinois qui est très diverse, puisqu'on a des plats qu'on ne retrouve pas. Oui, c'est l'empirisme d'abord, le fait. Mais il ne faut pas oublier que Constantine a été un carrefour de civilisation. Il y avait les Juifs, il y avait, bon, bien entendu, nous, les indigènes, et puis il y avait les Turcs. Tout ça, il y avait les Français, mais les Français, il n'y a pas eu un grand mélange parce que... On va dire que Constantine était vraiment un carrefour, que ce soit religieux ou que ce soit civilisationnel, mais on va dire qu'il y avait vraiment un mélange cosmopolite. Et ça a donné, bien sûr, là, les échanges de plats donnés... Mais la gastronomie, les Français n'étaient pas très... Parce qu'il y avait le la gastronomie, c'était... Parce qu'ils mangeaient du cochon, donc... Que les musulmans ne mangeaient pas. Les Juifs et les musulmans ont des plats communs beaucoup de plats sont d'origine. Alors on va rester dans la cuisine constantinoise, mais je vais vous stopper un peu parce que là, on a des images à montrer. Oui, d'accord, je vais aller résumer. Voilà. On va juste voir un peu de ce que vous avez fait. Donc pour le livre de cuisine, j'ai recueilli 350 recettes, je crois. Quand même. 350 recettes. Mais ça m'a embêté à la fin. Les oignons, c'est toujours pratiquement la même base. Je les ai assistés avec parce que j'ai remarqué que chaque plat avait aussi un cérémonial. C'est-à-dire, il y avait des plats qu'on faisait filet fête. Et il y avait des plats qu'on faisait filet fête religieuse, qui est mal'id. Donc, il y a la recette. Et il y a le cérémonial à côté. La circonstance. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez fait. Alors, samedi, vous étiez à la bibliothèque Mustapha Nator de Constantine pour présenter votre livre, quelques tableaux. Il y avait beaucoup de monde. Voilà. Notre consoeur Sarah Laïch s'est déplacée pour justement vous rencontrer et rencontrer le public qui était présent. Et voici les images. Après, nous allons... Et justement, après cela, j'ai abordé les atours de la femme. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. Alors juste, on va regarder le reportage et puis on va revenir, bien sûr, pour parler de ce qui est très intéressant et de... vous êtes une richesse quand même patrimoniale de Constantine. Madame Essia Benbekel.
سيدة من سيدات قسنطينة تحكي لنا عبر لوحاتها عن هذا الموروث اللامادي، عن هذا اللباس، عن هذه الحلة، عن كل الطقوس التي لا بد نتذكرها وأن نحييها مدى حيينا. إذن هو كتاب يحكي عن قسنطينة، عن كل الحلي، عن هذه الطقوس التي طالما ورثناها عن أجدادنا وحتى لا ننسى تاريخنا. إذن الفن والكتاب هما موجودان هنا، والكتاب هو دوما جسر المعرفة في محطة من محطات منتدى الكتاب للمكتبة الرئيسية لقسنطينة. الملاية était portée avec عجار. L'hajar pour les jeunes, il était assez court. Les vieilles portaient hajar long, souvent qu'elles mettaient sur la tête. Hein. Elles n'avaient pas à se cacher à cet âge-là. Voilà. Et le mlaya était accompagné par Chebrla. Chebrla, c'était une ballerine, méchante ballerine. Elle n'avait pas de talons. Il fallait que la femme, quand elle marche, ne fasse pas de bruit. Elle n'avait pas besoin qu'on se retourne sur son passage. Et elle n'avait même pas de numéro. Sa pointure n'était pas indiquée. Et comment faisait son mari? Il chebrelha rjelha. Et ychber zawj. Et il allait chez le chebrli, c'est-à-dire le cordonnier spécialiste de la chebrla. C'est patrimonial, c'est une intervention vraiment, elle a vraiment déterré des choses qui étaient enfuies, qu'on a oubliées et qui ne sont plus d'actualité. Pourquoi? Parce que le mode de vie a changé. Et elle a mis en valeur tout ça à travers son livre qui a été primé Outre-mer, qui a obtenu le premier prix. Un jour vraiment spécial, ça nous a remis déjà fait mon enfance. Tout ce qui est nostalgique, c'était très extraordinaire. Elle a tout repris, wallah barak. Et puis de très jolis tableaux. Le livre هي لك اش كتبت واش على النعمة على الطواجن تاع قسنطينة، على قناضر، على الذهب، سورتو الذهب كيفاش كان يسمى الشنتوف والرعاشة والمخبل والخلخال ورطلين. كانوا يلبسوا ربعة، زوج منه وزوج منه، ماشي واحد برك، يلبسوا ربعة. تشرح في الكتاب نتاعها ما هما التسلسلات اللي مرت بهم الحضاره، يعني اذا صحت الكلمه ولايه قسنطينه، يعني في خصوصيات الاثنين اللي هما كما كنت نقول في السابق على الاكلات القسنطينيه واللباس واللي بيجو نتاعها، يعني ما يتبع الثقافه يعني بصفه خاصه. دونك احنا يعني كنا فرحين بنتكلموا على الشيء اللي يهم الولايه تاعنا ومدينا الخصوصيات يعني البارزه. Même si on quitte Constantine, Constantine ne vous quitte pas. Effectivement, bien que ça fait 40 ans que j'ai quitté Constantine, mais tous mes écrits, je dis bien tous mes écrits, ont un point d'ancrage, c'est le constantinois, et plus exactement Constantine. C'était une belle ambiance à la bibliothèque. Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais c'est vrai, ça, c'est un peu le retour à Constantine. C'est chez nous. Oui. On vous sent très lié, pas seulement d'une manière émotionnelle,
mais on le sent dans vos tableaux, dans vos écrits, dans votre façon de parler. Vous êtes resté ancré à Constantine, mais... Oui, et même le titouma, il est resté. Non, pas du tout. Alors, on voyait quand même de très beaux tableaux, mais ces tableaux nous racontent, comment dire, ils nous montrent les bijoux et les gandoras, mais aussi quelques traits d'architecture, les arcs. Donc vous voulez montrer trois choses à la fois? D'abord, ce que je voulais dire, je suis partie d'un proverbe. Les femmes constantinoses étaient très coquettes, très raffinées. Et je le vois, parmi mes grands-mères, elles avaient beau avoir de l'âge et tout. Le kmem était assorti à la gandora ou le bishmer, tout. Très coquette, très raffinée. Et c'est là que j'ai commencé à creuser. Et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai commencé à étudier d'abord les coiffes, les différentes coiffes qui ont disparu. Comment on la portait? On l'a portée d'une certaine manière. Les Algériens, les musulmanes la portaient sur le côté parce qu'elle était voilée. Les adolescentes, elles la portaient en cône. Il y avait un proverbe, quand elle voulait être coquette, c'est-à-dire il faut la marier très vite. Elle cherche à être coquette. Vous voyez, les Juifs, par contre, portaient le garn. C'était une cheshouya un peu plus grande, mais tout droit. Mais en fait, même le Moyen-Âge, ils portaient le henna. Ils étaient très longs, mais ils le portaient comme ça sur la tête. C'était un genre de coiffe. C'était une coiffe du Moyen-Âge. Et le gandora? La gandora, elle était... C'est le gandora qatif, ou le gandora génois. Génois, c'est la déformation du mot gêne, parce que le velours venait de Gênes. C'était un méchant velours qui tachait, qui faisait même pas 50 cm. Il fallait ajouter des pans par là, des pans ici, derrière il y avait toujours un pli, mais après ça a évolué. Et puis la ceinture était au-dessous de la poitrine, à la mode empire, vous voyez, la ceinture se portait très haut. Et puis les bijoux étaient très sobres chez nous, c'était honteux. Tous les gros bijoux étaient très mal vus. Il fallait que la femme soit coquette, distinguée, mais pas choquante. Il ne fallait pas ces gros bijoux. C'était très mal vu. Il n'y avait que les filles de mauvaise ville qui pouvaient se permettre ces gros bijoux, ces gros khalqas, ces grosses ceintures. C'était des bijoux raffinés quand même, et dans la finesse. Oui. Et dans la pudeur. Il ne fallait pas qu'on choque. Et c'était même le mode de vie constantinois était comme si on était riche, eh bien on devait cacher sa pudeur, sa richesse, et quand on était pauvre, on le cachait aussi sa pauvreté. Oui, c'est vrai qu'on il y avait une certaine pudeur dans exactement, tout. Et pourquoi avoir choisi Maha Wahwaha? C'est un proverbe. Oui, mais vous avez beaucoup de proverbes. Mais c'est un proverbe constantinois. Et je me suis rappelé, et j'ai commencé à parler de tous ces vêtements qui allaient disparaître, qui machèche, puis après il y avait les costumes, après j'ai parlé des bijoux. Le mlaya, il a disparu. Qui ont disparu. Heureusement qu'il y a quelques événements maintenant de temps à autre, des sorties de femmes, pour remettre cet habit traditionnel qui fait partie aussi de notre identité. Exactement. Qui est mal le haïk, mais il avait une connotation de deuil. Mais le haïk était porté, mais la plupart du temps, quand les femmes constantinoises sortent, c'était le mlaya ou le chebrla. Je viens de l'expliquer. Oui, vous expliquez, Chebrella, que je ne crois pas beaucoup de gens vont connaître. Et il y avait des spécialistes, Chebrelli. Mon père avait un magasin de chaussures. Les Bembakir, tous, ils étaient dans le cuir et tout. Donc, les Bembakir à Constantine sont connus pour les vêtements sportifs, parce que c'était des sportifs. Après, ils sont des joueurs. Ils ont fait les beaux jours du Mac et du robe, c'est tout. Mais avant, les vieux Constantinois, ils avaient la charge du cuir.
Et ils avaient la tannerie. Et il y avait un oncle qui vendait le cuir, d'autres ils vendaient les chaussures en cuir. Il y avait des chaussures spéciaux, les hommes, ou chebrella. Et au chebrelli, c'était un cordonnier. Le cordonnier, c'est aussi une déformation du mot cordon, qui était spécialiste où on avait découvert le cuir. Donc il y avait des cordons en Espagne. Oui, des cordonniers qui étaient spécialisés dans la chebrella. On l'appelait chebrelli. Bon, ça c'est pour la tenue de sortie. Très bien. Et votre livre, donc, vous avez alors les ajouts et les contours de la femme dans le Constantinois. Dans tous les atours, c'est-à-dire j'ai parlé des bijoux, des différents bracelets, le qui est un bracelet qu'on voit encore. Mais il y a beaucoup de bijoux qui ont disparu, qui m'a Raïcha. La Raïcha, c'est une aigrette. C'est un bijou, il y a un sujet, qui est un papillon, ou alors une fleur, et qui était, selon la richesse de la personne, c'était un diamant, ou un simple brillant, et qui était soudé à un ressort. Et soudé à une espèce de pic. La femme l'a piqué dans les fourlards et au moindre mouvement, les femmes n'étaient pas bêtes, nos grands-mères. Les blondes la portaient en rouge, ça leur donnait un peu de couleur. Les brunes la portaient blanche, ça éclaircissait leur teint. Et donc au moindre mouvement, il y a une petite histoire sur Jarrah qui dit souvent il lui offrait à la fiancée Raïcha. Si Raïcha bougeait, c'était une femme nerveuse. et tout de suite, on l'a elle faisait bouger bon. Donc il y a beaucoup Zayn el-Khayd qui était un bijou qu'on mettait, c'était des bijoux un bijou frontal. Puis vous avez d'autres bijoux qui m'a qu'est-ce qu'il y avait aussi Dafra, c'était une espèce de tresse fait d'ambre qu'on accrochait là. Mais jamais on mettait le Dafra ou Saïd Louhed. Il fallait mettre un bijou ou deux, sinon ça faisait surcharge. On ne pouvait pas mettre deux bijoux sur le front. Un Fijbin aussi, qui est un autre bijou frontal. Et puis il y avait le Mqias Djamous, c'est-à-dire c'était un Mqias qui avait des sillons vides et qu'on mettait, on faisait brûler les cornes de buffle. Djamous. D'où le Mqias Djamous. C'était la nielle qu'on appelait. Donc, il y avait aussi le khlekhl. J'ai expliqué l'origine, le khlekhl, pourquoi il avait un serpent. Parce que c'était un bijou qui n'était dans la nuit des temps. Il y avait un peuple qui avait fauté. Et Dieu a fait que leur ville soit envahie par les serpents. Par des serpents de petite tête. Oui. Et ces serpents ne piquaient que les femmes et les enfants, de sorte qu'au bout d'une génération ou deux, la race aurait disparu. Donc, le peuple s'est repenti, Dieu était clément, mais la peur de ces serpents était toujours présente. Donc les femmes et les enfants portaient 2 anneaux, parce que quand elles marchaient, elles faisaient du bruit. Puis après, c'est toute une histoire. Les bijoux ont une histoire, ont une expression. Exactement. Et quand vous avez réuni tout ce livre, ça fait quand même un beau livre qui a été primé. Oui, il a eu le premier prix du patrimoine. Il y avait un concours par Marseille et la maison d'édition est tenue par des Algériens parce qu'elle s'appelle El Amir. Donc il y avait de la poésie, il y avait le roman, il y avait le patrimoine. Ce livre a eu le premier prix du patrimoine parce qu'il parlait du patrimoine. Et c'est vrai que maintenant vous êtes à la recherche d'une maison d'édition pour l'éditer en Algérie. Ça serait bien. Non, ils ont le droit de le garder pendant 5 ans. Moi, ce que je veux éditer, c'est le livre prochain, qui est la gastronomie, qui est un livre qui est très important. Il y a 2 tomes.
avec des photos, avec des peintures. C'est lourd, c'est cher. Donc, les maisons d'édition ne roulent pas sur l'or actuellement. C'est vrai que le livre a... Le papier est cher et tout. Mais, alors, là, vous avez un peu touché à tout. Le conte, la gastronomie. Là, et puis les atours. Et les atours. Voilà. C'est tout ce qui caractérise Constantine. Bon, ben, il ne reste plus que le malouf ou la musique. Ça, j'y avais pas pensé. Bah oui, il reste la musique, parce que bon... C'est vrai, voilà. c'est vrai. Alors, dans la gastronomie, parce qu'on en a parlé, pourquoi vous voulez en faire 2 tomes pour en parler, pour... Parce que 2 tomes, il y a non seulement la recette, mais à côté de la recette, il y a le cérémonial. Un exemple, un exemple. Une fois, j'étais au Canada et mon fils était très fier de montrer les fêtes d'Halloween où les enfants allaient de maison en maison, on leur donnait des bonbons. J'ai dit, "Hna Halloween خلط عندنا في وقت في القشقشة في عاشوراء." القشقشة, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué, je la réexplique. Parce que je ne sais pas si c'est le même film, non? Mais je vais me répéter. Bah oui, mais on n'a pas tout pris. Vous savez, vous avez parlé, vous avez étalé vos connaissances pendant près de 2 heures, donc on n'a pas tout pris. On pouvait pas. Donc on a pris quelques fragments. Mais bon, c'est vrai que nous avons aussi nos traditions. Voilà. Pas besoin d'aller vers Halloween, on a notre Halloween. Non, c'est nous qui avons créé Halloween. Fil Kashksha, c'était la tirelire. Les enfants allaient de maison en maison en chantant. Et comme c'était Tolban notre écrivain et notre penseur, le mot m'échappe. Ben Badis. Ah, je croyais que c'était plus loin. Donc, ils passaient dans les maisons en chantant. Ils avaient des petits kebabs noussaras. Ils donnaient, on leur remplissait de kashksha. Kashksha, c'était des fruits secs avec des bonbons. Voilà. C'était la tirelire que faisait le marahra. Quand son mari ramenait des noix, elle cachait une partie, des amandes, elle cachait une partie. Quand c'était des figues, elle séchait des figues et tout. Et elle constituait le kashksha. Elle n'allait pas l'acheter au marché. Bon. Donc, ils avaient un petit sac, ils versaient dans le sac et à la fin, ils allaient à la mosquée et ils versaient ça dans des grands sacs. Et les pauvres, le soir, venaient prendre leur kashksha là-bas. Voilà. Voilà notre le partage, notre tradition. Partage, voilà. Tout le monde. Et c'était gai parce que les enfants chantaient. Ils avaient des chansons pour ceux qui lui ordonnaient et une méchante chanson pour celui qui ne donnait pas. C'est vrai qu'ils étaient un peu... C'était très gai. Et c'est pour ça que je vais vous offrir une chanson. Je ne sais pas si vous savez l'Arbi, Chouchana, on l'appelle l'Arbi, qui chante. Mais là, alors pourquoi on a choisi cette chanson? Parce qu'elle renferme un peu nos traditions. Le titre, c'est Hadjit Qasad, mais il raconte à travers son clip, que nous allons voir, très belle chanson, qui est un peu gaie et animée, et il raconte un peu les traditions de Constantine, Gandouara, Nhas. Regardez le clip et vous allez voir. العز والثنان تدخل داري بالعادات والحنان عشقي الغالي الحرة بنت السلطان عشقي الغالي الحرة بنت السلطان
Alors, je vais te dire, madame. Oui. C'est une belle chanson. Oui, c'est une belle chanson qui touche les jeunes. Et qui raconte. Et là aussi, peut-être c'est un des volets qui pourrait vous inspirer. Et l'Ars al-Qsentini, c'est un festival culturel, puisque fait tous les modes musicaux, fait la dinanderie, fait le makla ta'na. Donc, vraiment, c'est un résumé de tout ce qu'on a comme richesse. J'en parle dans les festivités, dans les plats de festifs. Toi, qu'on les sert, fait l'Ares. J'en parle dans le livre. Donc l'Ars est aussi une source patrimoniale extraordinaire. Bien sûr, extraordinaire. Et c'est empirique aussi. Chaque chose a son geste. Et puis il y a la réunion, il y a... وسارة تقول لك 7 قناطر كل نهار بالقندورة تاعها. بالقندورة القاطفة في نهار السابع اكسترا. والتصديرة ويقصوا لهم في السابع الخجالي. Elle devient femme. Elle a le droit de porter certains bijoux, certaines tenues. C'est tout un rituel. Et on n'a pas, je crois qu'on n'a pas raconté grand-chose de tout ce qu'on a comme richesse patrimoniale. Énormément. Et on a, ça me fait pleurer des fois quand c'est ignoré ainsi. C'est quand on sait d'où on vient qu'on sait où on va. C'est nos racines. On a beau parler français, anglais, mais notre personnalité, c'est nos racines. Et puis on a une richesse. Il faut le dire, et puis c'est une richesse. Oui. C'est une richesse qu'on est en train de perdre. Et quand on est en train de nous voler, il y a beaucoup de tenues, comme le caftan, comme beaucoup de tenues sont passées à gauche et à droite. Et pourtant, ça nous appartenait. Parce que nous, le caftan est d'origine perse. Et il était porté par les hommes. Et puis après... C'est un habit d'homme qui a été... Et heureusement que l'UNESCO a inscrit notre costume. Et après, la présence turque en Algérie a ramené ce costume sexe. Et il a été féminisé. On l'a porté. Alors... Mais c'était un costume qui restait un prêt-à-porter, terzi. Ce que j'allais dire, parce que vous savez, il reste 4 minutes, on n'a plus beaucoup de temps. On a essayé un peu de faire le tour de la question, mais je crois qu'il faudra développer encore plus sur ce beau patrimoine qu'on a et cette richesse historique, parce que c'est notre histoire, il faut le dire. C'est notre devoir de le protéger. Et le devoir de le protéger, c'est de le mettre par écrit. D'abord. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait donner comme conseil, c'est d'abord toutes les personnes âgées qui ont encore la mémoire vive, c'est bien de les enregistrer comme vous avez fait. Voilà. Et moi, j'ai un conseil, enfin, un message à vous transmettre, parce que j'ai des tantes qui sont très rigoureuses, très conservatrices. Elle m'a dit, il faudrait, avant de passer des gens à la télévision, qui viennent nous raconter des plats, je ne sais pas d'où ils les ramènent, qui n'ont rien de constantinois que c'est inventé, de 62 هذاك قالت لي قول لهم يفتشوا يحقوا صح. Oui, c'est vrai. Quelles sont l'origine des plats, quelles sont les recettes. Vous savez, c'est... Vous n'êtes pas, en tant qu'homme, en plus... En plus, oui, voilà, nous, on essaie un peu d'en s'appliquer. Vous savez, on n'est pas cuisinier, on n'est pas... Mais bon, là, c'est un autre débat. Non, mais enfin, je vous dis... Il y a des gens qui sont encore... Enfin, des femmes qui sont... C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a encore des bibliothèques vivantes qu'il faudrait enregistrer. Et c'est ce qui vous a poussé, vous, c'est en enregistrant. Et c'est là mes sources. Voilà. Ça, mes sources. Ça, ma famille. C'est une très vieille famille de Constantine. Et c'est des femmes qui ont vécu, qui étaient à la maison. Donc, et surtout s'il y a des centenaires, c'est extraordinaire. Oui, des femmes de tout. Moi-même, je ne suis pas un perdreau de l'année. Tout le monde, on est tous d'un certain âge. Mais moi, beaucoup plus, parce que c'est mes aînés. Alors un dernier mot, parce qu'on arrive vers la fin. Moi, je vous remercie d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je remercie aussi Brahim Ben Hammani qui vous a accompagné, parce que bon, c'est un grand soutien en plus. Et il était très heureux de vous accompagner, parce que vous êtes une des personnes qui a encore quelques choses à raconter, beaucoup de choses à raconter. J'étais son professeur. Il était mon élève en plus. Oui, lui-même a été enseignant. Et il vient de me présenter son élève. Très bien. Ça veut dire que les générations... Inch'Allah, le message passe. Voilà. Un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on tire à la fin de l'émission.
Un dernier mot, le soin de conclure. Je ne sais pas comment. Posez-moi une question, je vous répondrai. Le soin de conclure. J'espère que ça vous a fait plaisir de passer de parler. Énormément, énormément. Vous avez été la voix de la mémoire de Constantine. Et moi, je vous remercie d'avoir renfloué cette voix, vous l'avez grossie, et c'est votre présence qui nous inspire. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, Inch'Allah. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Inch'Allah. Je crois. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Merci beaucoup, Madame Assia Benbakir, épouse Bouguera. Vous êtes venue de Annaba pour parler de votre livre, de vos contes, de vos tableaux, de toute cette richesse patrimoniale que vous avez. Je vous remercie de nous avoir consacré votre temps. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais profiter, bien sûr, pour remercier Sarah Yekhlef et toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Un autre merci à mon ami Brahim Belhammani, qui est votre élève et qui vous a accompagné, mais aussi à tous ceux qui nous ont permis, qui est guide à Constantine. Lui aussi, il faudra une émission spéciale pour lui, un de ces jours. Il faudrait que je l'accompagne à travers les dédales de Constantine. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, malheureusement. Le temps aussi est très court. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre bonjour d'Algérie à partir de l'Est du pays. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.